Bonjour les amis, bonjour à ceux qui courageusement, enfin courageusement pas vraiment parce qu'il fait à Paris un temps magnifique, mais courageusement quand même parce qu'il est relativement tôt en France, d'être venus nous rejoindre. Et merci à ceux qui se sont connectés pour cette séance de travail. Je les salue, je leur transmets mes compliments et mes amitiés avec une pensée toute particulière pour notre ami Fabrice Mattei, coprésident de cette noble commission, qui, je le sais, puisqu'il m'a envoyé un petit message amical ce matin, encore plus tôt qu'à l'instant présent, pour me dire qu'il serait connecté. Il est donc en Thaïlande et je lui transmets mes amitiés en attendant de le voir au mois d'octobre. Un petit regret, lié au fait que nous n'avons pas réussi à trouver parmi nos adhérents un industriel qui puisse venir continuer le cycle des grands témoins de l'industrie qui a été initié par la Commission. Alors je fais un appel, non pas un appel à témoins, mais un appel à bonne volonté auprès des industriels pour qu'ils puissent manifester tout simplement leur enthousiasme et continuer ce cycle. J'avais la solution de reporter cette séance ou de compléter l'interstice. J'ai fait le choix second de compléter l'interstice, mais comme je ne puis pas m'insérer dans les grands témoins, parmi les grands témoins de l'industrie, faute d'en être un acteur, j'ai pris la liberté du coprésident de choisir un autre sujet, au risque de vous surprendre, et même en espérant vous surprendre un peu. Mon propos de ce matin est d'élargir notre réflexion sur le développement durable aux causes profondes de l'émergence du développement durable. Comment le développement durable est-il arrivé? Quand est-il arrivé? Et pourquoi est-il arrivé? Dans les consciences désormais quasiment universelles. Mon propos donc de ce matin est de rappeler la chronologie de sa naissance et d'essayer de mettre en lumière les mécanismes qui ont abouti à cette notion désormais partagée par une large majorité du monde. En résumé, nous verrons que si l'émergence du développement durable est récente, elle a été rapide. Nous verrons également que la notion de développement durable, et ça c'est une donnée qui me semble intéressante à évoquer, elle est née des mutations profondes de la société, née de la révolution industrielle, et elle est irréversible. Alors, pour préparer cette intervention, je me suis penché sur les œuvres publiées d'anthropologues, Emmanuel Todd par exemple, de philosophes, Jonas, Luc Ferry, et je vais vous en donner, ou vous transmettre, ou essayer modestement de vous transmettre ce que j'ai compris, retenu comme étant les éléments majeurs, pas très connus, qui peuvent expliquer l'émergence du développement durable à travers l'histoire sociétale. Je vous invite d'ailleurs à lire Luc Ferry,
pour deux raisons. La première, c'est qu'il est un personnage sympathique et un excellent philosophe, comme chacun le sait, mais surtout, il est lucide et optimiste, ce qui n'est pas désagréable. Et quand on a lu Cioran, par exemple, ou Philippe Muret, ça donne une petite bouffée d'air qui ne fait pas de mal. Je vous invite aussi, je l'ai déjà fait, lors d'une précédente réunion de travail, à lire Le Mystère français, co-signé par Emmanuel Todd et Olivier Lebras, qui est vraiment un ouvrage incontournable pour comprendre bien des choses, et notamment bien des choses de ce pays. Je n'aborderai ce matin pas les moyens possibles du développement durable, réservant les outils et les moyens, les projets, les espérances, réservant ce thème large et complexe et dense à d'autres interstices, au cas où nous aurions un manque à combler. Alors, l'approche historique sera la première partie de mon développement. Elle sera, pour beaucoup d'entre vous, un simple rappel, mais je voudrais la faire précéder de quelques observations. L'attention des hommes au regard de leurs ressources naturelles se perd dans la nuit des temps, et chacun sait, par exemple, que les Amérindiens étaient fondamentalement soucieux de respecter l'équilibre de leurs prélèvements, notamment de leurs prélèvements de chasse, et soucieux de la régénération de leur gibier. Idem chez les aborigènes d'Australie. On retrouve d'ailleurs toujours cette attention, parfois même déifiée, dans certains groupes humains isolés, vivant encore au plus près de la nature, et je pense notamment aux Papous de Nouvelle-Guinée, aux Indiens d'Amazonie ou encore aux minorités montagnardes en Chine. En Europe, ce principe de cette attention à la nature, on ne parle pas encore de développement durable, fut pendant des siècles souvent même légalisé par les monarques ou les princes régnants. Deux exemples pour illustrer ce propos, mais en passant très vite. En France, dès 1346, Philippe VI de Valois signe une ordonnance, dite ordonnance de Brunoy, qui souligne l'exigence de perpétuellement soutenir l'entretien des forêts, autrement dit, de faire en sorte que les forêts royales soient perpétuellement renouvelées, d'où le mot se soutenir. Le roi se soucie de sa ressource, peut-être était-il frileux, et veut la protéger. Colbert appliquera d'ailleurs ce principe en organisant 3 siècles plus tard, mais dans la continuité de Philippe VI de Valois, l'administration des forêts royales, devenue, comme chacun le sait ou devrait le savoir, les forêts domaniales après 1789. Il lui fallait en effet assurer la construction des navires et des galères et des vaisseaux du roi Louis XIV, qui, s'il dansait bien et s'il aimait le théâtre et la littérature, fut, je ne sais pas s'il faut dire hélas ou pas, mais fut un grand guerrier. J'aurais tendance pour ma part à dire hélas, compte tenu des échecs militaires connus. L'histoire eût été sans doute différente, mais on ne la refait pas. Un petit clin d'œil en passant, c'est grâce à Colbert que la France possède la plus grande surface de forêt d'Europe. Ce qui, pour les amoureux de la nature, et je sais qu'ils sont nombreux, a pour conséquence heureuse que la France a la plus grosse population de gros animaux d'Europe. Vive le roi! Un autre clin d'œil, bien sûr.
Au-delà de cette histoire, de ce rappel historique, de ces petits points d'histoire, la conscience collective du développement durable est récente. Le développement durable comme un élément du bien commun date en réalité des années 1960. Alors je sais bien que pour certains de nos collaborateurs ou de nos enfants ou de vos enfants, 1960, mon Dieu, comme c'est loin. C'est pas très gentil parce qu'en 1960, j'avais 11 ans et je n'ai pas le sentiment pour ma part d'être un homme de Néandertal. Alors, quelques données historiques pour bien souligner que ce développement est récent d'une part, mais surtout qu'il a été rapide d'autre part. 1965, j'avais donc 15 ans, conférence de l'UNESCO sur la biosphère. 1968, création du Club de Rome qui fera couler beaucoup d'encre et qui continue d'ailleurs. 1971, création du ministère de la protection de la nature et de l'environnement en France. 1971. 1972, conférence des Nations Unies sur dite conférence de Stockholm, souvent qualifiée premier sommet de la Terre. C'est un bide, mais ça lance le mouvement et apparaît la notion de patrimoine mondial essentiel. Et puis apparaît aussi, commence à vibrer la notion de génération future qui est mise en exergue lors de cette conférence. 1973, Convention de Washington. Là, on se soucie de la faune et de la flore. On se soucie des animaux en risque d'extinction. Convention de Barcelone en 1976 sur la protection de la Méditerranée. 1979, Convention de Berne sur la vie sauvage et le milieu naturel en Europe. Et puis, publication en 1979 d'un ouvrage, Le principe de responsabilité, qui lui aussi fera et fait encore couler beaucoup d'encre. Un ouvrage de Hans Jonas, philosophe allemand, qui fut proche de Hannah Arendt et qui est mort, je crois, à Paris, seul et tristement, comme beaucoup de philosophes. Enfin, pas tous. 1980, l'Union internationale pour la Convention de la nature publie un rapport où apparaît pour la première fois la notion de développement durable dans le texte. Donc, nous sommes en 1980. 85, Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, vaste sujet. 1987, rapport Brundtland, qui souligne la nécessité de préserver les générations futures. On en reparlera au cours de cette présentation. 1988, création du GIEC. Les Français connaissent ce sigle pour Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. 1989, le CERES, qui est l'équivalent mais élargi au plan international, définit les principes pour l'environnement, une espèce de premier code de conduite environnementale. 1990, premier rapport du GIEC sur les risques du réchauffement climatique, qui lui aussi fera couler et fait encore couler beaucoup d'encre. 1992, troisième sommet de la Terre à Rio. Consécration à cette occasion du terme développement durable. 1994, Convention des Nations Unies au sujet de la lutte contre la désertification. Et puis 1996, on réintroduit les loups sous un déluge de protestations. Et pour une fois, c'est pas en France, mais dans le parc national de Yellowstone. Pour être optimiste sur la réintroduction des loups, 20 ans plus tard, dans le parc de Yellowstone, la régulation des populations d'herbivores
par le prédateur réintroduit, a permis de faire reverdir les paysages, les forêts, les petites pousses de forêt ont repoussé, les trembles et les saules ont stabilisé à nouveau les berges des rivières, les castors s'en sont donnés à cœur joie, les poissons sont revenus au grand plaisir des castors, tout le monde gazouille, tout le monde se baigne, tout le monde est joyeux. C'est un exemple spectaculaire des conséquences réussies cette fois d'un plan de gestion intégré d'un territoire. Je voulais le souligner puisque à chaque fois que dans ce pays on introduit un loup sauvé des Balkans, ça génère on sait quoi. 1997, troisième conférence de Kyoto, au cours duquel sera établi le protocole du même nom. 2001, Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle, qui affirme que la diversité culturelle est un gage d'un développement humain durable. 2002, sommet de Johannesburg, plus de 100 chefs d'État, des dizaines de milliers de représentants gouvernementaux, d'ONG, ça a palabré pas mal sous le baobab, mais on ratifie un traité prenant position sur la conservation des ressources naturelles et de la biodiversité. 2004, adoption en France d'une charte de l'environnement insistant sur le principe, hélas, enfin, à mes yeux, hélas, de précaution. 2005, entrée en vigueur du protocole de Kyoto, réduction des émissions, la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. 2009, conférence de Copenhague. 2010, conférence de Cancun. 2012, sommet de la Terre à Rio. Vous voyez que le train s'est mis en marche et ne s'est pas arrêté. Et on peut, sans vouloir prétendre à jouer les Pythonis ou Madame Soleil, on peut soutenir qu'il ne s'arrêtera pas. Alors, aujourd'hui, quand je parle à mes enfants, plus exactement aux enfants des autres, du développement durable, et que j'évoque le fait que c'est une notion plutôt récente, ils me regardent avec des yeux de merlan-frit, en disant qu'est-ce qu'il raconte le vieux, là, il est gâteux, et pourtant ce rappel historique le démontre. Mais nos enfants, pour nos têtes blondes, et c'est heureux, chacun souhaite que dans la vie civile, dans la vie politique, dans la vie planétaire, chacun puisse s'impliquer, chacun parmi nos enfants, nos jeunes générations, nos baby lawyers, nos étudiants, chacun est convaincu que c'est une question qui concerne chaque individu, tous les États, tous les acteurs économiques, dans tous les secteurs d'activité, l'agriculture, l'industrie, l'habitation, l'organisation familiale, les services comme la finance, le tourisme. Le développement durable, ben oui, quoi, ça existe. Et puis, il n'y a qu'à. Oui, les enfants pensent cela. Mais comme nous ne sommes pas des enfants, on va se demander pourquoi. Comment cette valeur quasiment universelle, tout au moins dans les pays démocratiques, développés, où l'information circule, où l'éducation existe, où la communication est libre, comment cette valeur universelle, née, je l'ai évoqué en 1960, a-t-elle pu voir seulement le jour? Par quel mécanisme? Est-ce par miracle? Est-ce le fruit d'une nuit de feu de Pascal? Est-ce que subrepticement l'homme serait devenu gentil? Pas du tout. Elle est, cette notion, désormais quasiment universelle, elle est le fruit de l'histoire, le fruit de notre histoire, le fruit de votre histoire, et c'est ce que je vais maintenant, dans cette seconde partie de mon propos, essayer, toujours très modestement, d'évoquer et d'aborder avec vous. Alors,
Commençons par un regard, si vous le voulez bien, et je ne revendique pas la qualité d'anthropologue, loin s'en faut, commençons, si vous le voulez bien, par le regard anthropologique. Pour Luc Ferry, la vision contemporaine du développement durable résulte très directement des bouleversements sociologiques et anthropologiques entraînés par la révolution industrielle à marche forcée au XIXe siècle. On rappellera en passant que cette révolution industrielle avait du sens, au sens philosophique du terme, et c'est la raison pour laquelle Luc Ferry évoque et s'intéresse lui aussi à ce phénomène de la révolution industrielle. Elle avait du sens puisque le sens de cette révolution industrielle, le propos, l'objectif, le but partagé par l'ensemble de ces acteurs, partout en Europe, partout dans les pays de l'Ouest, était d'améliorer la situation de l'homme. Comment? Par la science. Valeur universelle, 1 et 1 font 2, à Paris, aussi bien qu'à Honolulu ou en Afghanistan. Par le progrès technique, il s'agissait d'améliorer le progrès technique en conjuguant la science, le progrès technique, la croissance économique deviendrait alors le critère mesurable et la consommation l'Eldorado. Petit rappel utile en passant. En 200 ans, l'espérance de vie sera multipliée par 3. Elle était de 27 ans pour les hommes et de 28 ans pour les femmes durant la Révolution française. Elle est désormais de 78 ans pour les hommes et de 85 ans pour les femmes. Allez savoir pourquoi. Aujourd'hui, en France, et peu ou prou, ce chiffre est équivalent dans les pays voisins et développés. La mortalité infantile a disparu ou quasiment disparu, ou alors elle est ponctuelle, isolée, dramatiquement isolée, bien sûr, mais elle a disparu en tant que phénomène global. Par la révolution industrielle, qui avait encore une fois un sens, une ambition, sont apparues des petites choses normales pour nos enfants. Ben oui, quoi, ça existe. L'électricité, l'aviation, l'automobile, les constructions métalliques, la photographie, le cinéma, la radio, etc., etc. On peut donc dire que la révolution industrielle a réussi son pari, son ambition, étant souligné que si la France est historiquement un pays égalitaire, et ça c'est le fruit de sa révolution, le reste de l'Europe, lui, ne l'est pas au profit de la liberté, mais c'est un autre sujet philosophique, lui aussi. Ce rappel fait, je ne vous apprends rien, les amis, car nous avons tous, durant nos humanités, appris cela. Mais je le mets en exergue pour pouvoir servir de base à mon propos suivant, toujours à caractère anthropologique, qui, lui, va arriver à la conclusion que je vais vous suggérer tout à l'heure. Cette révolution industrielle, dans cet espace-temps du XIXe siècle et du XXe siècle, va totalement révolutionner en profondeur le paysage rural français, européen, la conception aristocratique millénaire de la société. Dans les années 1914, quand on a des biens, on ne travaille pas. On gère ses biens, ses immeubles, mais on ne travaille pas. Eh bien, cette révolution industrielle va, elle, faire du travail une valeur. Et surtout,
Cette révolution industrielle va offrir du travail aux ruraux, aux hommes et aux femmes des villages qui vont quitter leur village, et les femmes quittant leur village vont, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, acquérir leur autonomie, leur indépendance. Elles vont quitter le domus, quitter le père, la mère, le village, le curé, et la pression locale, la pression religieuse. Elles vont être libres de marier obligatoire, ce qu'elles étaient depuis des siècles, parce qu'il fallait bien réunir les lopins de terre quand on en avait, parce qu'il fallait bien avoir des bras pour cultiver les terres et assurer la pérennité des terres. C'est le colbertisme à petite échelle. Il fallait faire quoi? Des enfants. Avec qui? Avec un mari pas choisi, pas aimé, souvent trompant sa femme. C'était d'ailleurs normal à l'époque. Dans la bourgeoisie, les mariages se faisaient de façon arrangée, jusque dans les années d'après-guerre, de la Première Guerre mondiale. On mariait l'héritier avec une héritière, dotée de préférence. On ne leur demandait pas leur avis. Les femmes vont cesser d'être des mariées obligatoires. Elles vont cesser d'être des mères porteuses et pondeuses, devrais-je dire plutôt, des mères porteuses et pondeuses, obligatoires et imposées. Alors, ça va changer quoi? Ça va changer considérablement la société française en ce que les femmes vont dorénavant, les femmes et les hommes, se marier librement, par amour. Le mariage obligatoire, aujourd'hui, vous en connaissez, vous connaissez des gens qui ont marié de force leurs enfants? Moi, je n'en connais pas. Je connais d'ailleurs peu de parents auxquels les enfants ont demandé s'ils pouvaient épouser ou vivre avec un tel ou une telle. Je crois que cela ne se pratique plus guère. Alors le mariage d'amour est devenu ainsi peu à peu, en très peu de temps, la règle. Et c'est un facteur de mutation considérable qui va s'accélérer durant les 30 Glorieuses, autrement dit au lendemain de la guerre mondiale. Dans la plupart de nos pays européens, les familles, et ça c'est un point que soulignent et les anthropologues et Luc Ferry, le philosophe, nous avons connu, j'ai connu, au cours des 50 dernières années, un plus grand, un plus fort bouleversement que les citoyens et sujets européens ont connu en 5 siècles. Lorsque j'avais 10 ans et que j'allais en Champagne, dans la maison de mon grand-père, dans un petit village de Champagne de 300 habitants, il y avait 2 téléphones, celui du maire et celui de mon père. 2 automobiles, celle du maire et celle de mon père. 2 salles de bain, celle de mes parents et celle du maire. Les villageois, eux, vivaient comme au XVIIe siècle. Les femmes du village, qui n'avaient évidemment pas de machine à laver la vaisselle, pas plus d'ailleurs qu'elles avaient de réfrigérateur. Quand je dis ça aux enfants, ils ouvrent des yeux comme des marmites, allaient au lavoir.
1960, 1950, je dis bien 1900, je ne parle pas de 1700, ni de 1600, ni de 1400. C'était pareil. En 1450 et en 1950, les femmes allaient au lavoir, ça s'appelait d'ailleurs des lavandières, et c'était un métier pour beaucoup d'entre elles. Et ma mère, qui n'avait pas de machine à laver à la campagne, encore, d'ailleurs nulle part, parce que ça n'existait pas à cette époque encore, tout au moins en France, utilisait une lavandière. En 1960, Luc Ferry, qui lui n'allait pas en Champagne, mais je crois dans l'Indre, et qui témoigne exactement de ce que je viens de dire, il a vécu exactement les mêmes choses. En 1960, et là je bascule vers le livre que j'ai cité tout à l'heure, Le mystère français, qui donne moult détails chiffrés, cartographiés, puisque Olivier Lebras est un cartographe, géographe. En 1960, la France est rurale. Je viens de l'évoquer. En 2012, elle est citadine, en 40 ans. En 1960, la France est pratiquante, catholique, majoritairement, chrétienne, majoritairement, à hauteur d'environ 24%, aujourd'hui 4,5%. Ceux qui n'ont pas de pratique religieuse chrétienne en ont une tout de même sous une autre forme. Ils sont proches du Parti communiste qui délivre une autre messe. C'est amusant d'ailleurs parce qu'en 1960, le taux de sympathie, d'adhésion, j'allais dire de communion, mon Dieu, blasphème pour les communistes, est à la même hauteur, 24%. Aujourd'hui, parallélisme des formes, diront les juristes, 4,5%. La proportion de bacheliers, 3% des Français étaient bacheliers en 1945. 3%. 25% en 1975. 71,6% en 2011. De 1960 à 2004, le salaire net annuel moyen, exprimé en euros, valeur 2005, est passé de 9 900 euros à 22 500 euros. Autrement dit, il a été multiplié par 2,3 en 44 ans. Le nombre d'étudiants, 200 000 en 1950, 850 000 en 1970. En 20 ans, on a progressé de 350 000 étudiants. 1 175 000 en 1980. 1 717 000 en 1990, 2 179 000 en 1995. Aujourd'hui, la quasi-totalité des foyers français possèdent une salle de bain, une machine à laver, une voiture, 2 télés, des iPhones, des ordinateurs portables, et j'en passe, des tablettes. Aujourd'hui, l'avion est accessible quasiment pour tous. Pour la petite histoire, le premier jet commercial, 1952, j'avais 3 ans. Le TGV couvre tout le territoire et au-delà, autrement dit, en moins d'une seule génération, celle qui est devant vous et qui vous salue, notre société s'est débarrassée de ces carcans sociaux qu'étaient les us et coutumes contraignantes des villages, et Dieu sait si c'était pesant, de la bourgeoisie. Pour ceux qui en douteraient, il suffit, lors d'un week-end pluvieux, de relire Flaubert, Balzac, et puis pour évoquer une période plus récente, celle de l'après-guerre, Mauriac, vous retrouvez en filigrane ce que je viens d'évoquer. Alors
après cette évocation anthropologique, revenons au philosophe. Notre philosophe à la fois lucide et optimiste, que j'aime lire et avec lequel j'essaye de faire marcher ma tête, puisqu'il me l'offre, pourquoi ne pas en profiter? Pour Luc Ferry, et je rends à César ce qui lui appartient, cette réflexion, cette analyse est le fruit de son travail. Et je ne fais que reproduire ce que j'ai lu et ce que j'ai compris. Pour Luc Ferry, l'enfant est en 100 ans devenu la seule valeur réellement sacrée au sein du monde développé et démocratique. Le mariage librement consenti, autrement dit le mariage d'amour que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, a entraîné une sacralisation de l'humain. Il souligne, et il a raison, c'est même évident, pourquoi n'y ai-je pas pensé avant lui, que, hormis quelques fanatiques religieux que je laisserai entre tristes parenthèses, plus personne. Si je vous pose la question, à vous, et à vous, les amis connectés, si je vous pose la question, seriez-vous prêts ce soir, maintenant, là, maintenant, à mettre un casque, à prendre une mitraillette et à aller défendre la République au risque de votre vie, joyeusement, sans vous poser de questions, en embrassant votre épouse et en disant « je vais défendre la patrie et la liberté », sûrement pas. Seriez-vous prêt à mettre en péril votre vie pour défendre la révolution? Sûrement pas. Pourtant, d'autres l'ont fait. 14-18, les hommes sont partis par millions. Je ne dirais pas heureux, mais sans se poser de questions, dans chaque village, dans chaque vallée, dans chaque trou de France et d'ailleurs, des hommes ont quitté leurs femmes, leurs fermes, pour aller se battre contre l'envahisseur. Aujourd'hui, quand un militaire se fait descendre sur un terrain de conflit, le président de la République va à une messe célébrée aux Invalides. Vous imaginez, si on avait dû faire ça en 1914, la messe eût été continue et cela illustre le propos. Autrement dit, plus personne n'est, pour faire court, plus personne n'est prêt, sans se poser de questions, à donner sa vie, à mettre sa vie en péril pour le drapeau ou pour la Révolution. Autrement dit, il y a une désacralisation des valeurs. En revanche, à contrario, diront les juristes, vous, les amis connectés, pourriez sans aucune hésitation, là, maintenant, mettre sans l'ombre d'une interrogation passagère ou fugace, mettre votre vie en péril pour défendre vos enfants. Normal, diront vos enfants. Eh bien non, pas si normal que ça. Au regard de l'histoire qui est la nôtre. Le philosophe de comptoir soulignera Goguenard que mettre sa vie en péril pour défendre ses gosses, c'est bien normal. D'ailleurs, les noursonnes le font, les oursonnes le font, les lionnes le font aussi, les louves le font sans hésitation. Alors, vous savez, mon bon monsieur, c'est bien normal, c'est l'instinct. Mais laissons ce propos de côté volontairement amusé et provoquant pour revenir à cette dimension nouvelle
du sacré qui porte dorénavant sur nos enfants, nos progénitures. Je vous disais à l'instant que ça n'est pas normal, contrairement à ce que soutiendront et affirmeront vos enfants ou le philosophe de comptoir. Ça n'est pas normal et il est aisé de le démontrer. Luc Ferry rappelle dans l'un de ses ouvrages, et souvent dans ses conférences, Montaigne. Quel plus grand philosophe en France que Montaigne, à l'époque de la Renaissance, homme de bien, homme d'attention, de réflexion, homme de conviction, homme prudent, homme avisé, cultivé, écrit à son ami La Boétie. Chacun de nous connaît la phrase « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Bref, il s'aimait d'amitié. Il écrit de ses très nombreuses lettres, la correspondance entre La Boétie et Montaigne n'a jamais cessé durant des décennies. Elle est volumineuse et elle est connue. Elle est accessible, évidemment pas dans la collection J'ai lu, mais elle est accessible aux scientifiques et aux chercheurs. Il écrit dans une de ses lettres, à propos, comme une sorte de post-scriptum anecdotique, à propos, j'ai perdu ces derniers temps 2 ou 3 enfants en nourrice. Il n'est pas bien sûr du nombre. 2 ou 3. Je ne pense pas que quiconque puisse aujourd'hui écrire cela. J'ai perdu, je suis un peu triste, j'ai perdu 2 ou 3 enfants en nourrice. Je ne vois pas bien qui pourrait écrire ce genre de phrase. Eh bien, c'était Montaigne. Rappelez-vous, Jean-Jacques Rousseau, le père des Lumières, le fondateur des Lumières, le chantre de la Révolution, le presque papa des droits de l'homme par anticipation. Il a abandonné 10 ou 12 de ses enfants durant sa vie, sans aucune hésitation. Jean-Jacques Rousseau. Pour ma part, je vous rassure tout de suite, j'ai été choyé, aimé par mes parents, et je ne me prétends pas avoir eu une vie à l'image de celle de Cosette, mais mon père, qui était né en 1914, non pas au fin fond d'un village abandonné de Lozère, dans la pauvreté et le dénuement, pas du tout. Ses parents vivaient grand train. 5 ans, pensionnaire chez les Jésuites à 600 km. 5 ans. Vous voyez aujourd'hui une famille, mon grand-père était avoué. On voit pas beaucoup d'avocats à la cour mettant leurs gosses à 5 ans en pension à 600 km chez les Jésuites, on voit pas très bien. Mais à l'époque, c'était normal. Plus récemment, Michel Onfray, autre philosophe, a publié un ouvrage où il se raconte ce qui est rare chez lui. En fait, je pense que c'est le fruit de sa maturité. Il a dépassé la 50aine, alors il prend un peu de recul et il s'ouvre. Il a été mis dans un orphelinat agricole. Ça arrive, si on n'a plus de parents, on se retrouve dans un orphelinat. Le problème, c'est qu'il explique qu'il a été mis dans cet orphelinat par son père et sa mère. Voilà. Michel Onfray, il a 50 ans, il est philosophe. C'était normal. Du côté de Caen, il est vrai que son père était ouvrier agricole, donc modeste. Sa mère faisait des ménages pour survivre, modeste. Mais orphelinat. Aujourd'hui, cette attitude n'est plus possible. Elle n'est plus possible parce que l'enfant est devenu une valeur sacrée. Alors,
la mise en lumière de cette sacralisation de l'humain, de cet amour nouveau, que les êtres humains vivant dans les pays démocratiques développés ont pour leurs enfants. Cette nouvelle valeur génère forcément, logiquement, la question: mais mon petit, qu'est-ce qu'il va devenir? Dans quel monde va-t-il vivre? Que va-t-il pouvoir connaître comme épanouissement? Pourra-t-il avoir les conditions pour être en bonne santé? Et vous voyez où je veux en venir. La notion de développement durable, pérenne, a pour cause chez l'homme, chez l'être humain, dans nos pays développés, cette mutation sociologique profonde qui est intervenue dans le prolongement de la révolution industrielle. Et c'est donc la révolution industrielle qui a généré cet engouement, cette démarche, ce mouvement, cette déferlante pour le développement durable. Les philosophes se sont intéressés au développement durable. Celui qui a été le premier à le faire, je l'ai cité rapidement tout à l'heure, c'est Hans Jonas, ce philosophe allemand, qui a publié un ouvrage en 1979 qui a pour titre le principe de responsabilité. Alors Jonas a été très loin dans l'analyse, puisque pour lui, il ne s'agirait plus seulement de s'occuper de la préservation de la terre et de l'équilibre de la nature pour la génération présente, mais de veiller aux droits de la génération future, et ce non pas dans le cadre seulement, cette réflexion-là existait déjà avant la publication de son livre, mais ce qui est original chez Jonas, c'est qu'il va jusqu'à créer une notion juridique, puisqu'il parle d'obligation. Pour Jonas, philosophe, le développement durable relève du sacré et de l'obligatoire, et donc est une obligation pour l'homme. Autrement dit, chaque être humain serait porteur, en tant qu'individu, d'une obligation fondamentale d'assurer l'avenir de la génération future, autrement dit de l'humanité, et on revient à ce que j'évoquais précédemment, la sacralisation de l'enfant. Le problème du développement durable ne se poserait donc plus seulement sous l'angle d'une attention nécessaire, d'un vœu nécessaire, d'un souci légitime, mais d'une obligation, d'un devoir. Ce serait donc en quelque sorte, à l'issue de cette réflexion philosophique, un droit nouveau. Et même Jonas ira beaucoup plus loin en s'interrogeant à partir de sa réflexion sur la viabilité du modèle économique de l'Occident, sur la viabilité sur le long terme, etc., etc. Pour certains, Jonas est serait le fondateur de la philosophie de la nature, entre guillemets, comme disent les Américains, entre guillemets, dont Michel Serres s'est souvent fait l'un des porte-voix, non sans succès d'ailleurs, notamment avec la sensibilité et la proximité des altermondialistes et autres écologistes, mouvements écologiques. À l'inverse, et c'est pour ça que j'aime tant la philosophie, parce que finalement les philosophes, c'est comme les juristes, ils ne sont jamais d'accord entre eux, et c'est quand même une source de palabres infinie, et c'est comme ça qu'on peut profiter d'eux longtemps.
À l'inverse, Luc Ferry développe l'idée dans un ouvrage que lui aussi, qui lui aussi est consacré au développement durable, puisque le titre est Le Nouvel Ordre écologique, donc les choses sont clairement dites, que l'homme ne peut pas passer de contrat avec la nature. Pour moi, ça parle. Effectivement, passer un contrat avec la nature, c'est pas évident. Et il estime que cette vision relève proche, on va dire, des altermondialistes et d'une vision restrictive, un peu anti-occidentale, de nature révolutionnaire. Enfin, pour lui, c'est un peu soufré, tout ça. Et il va même jusqu'à se demander si c'est pas une démarche, cette proposition de philosophie de la nature n'est pas finalement, au plan philosophique, une forme d'anti-humanisme. Alors je laisse à celles et ceux qui aiment la philosophie, la liberté, je les y invite à lire l'ouvrage et à en penser pour se forger eux-mêmes leurs propres convictions. La géographe Sylvie Brunel critique le développement durable quand il se fait porteur de ce même concept de philosophie de la nature, parce que pour elle, ça équivaut à faire de l'homme un parasite. Et opposé, par opposition à la mère nature, qui elle serait sacralisée ou idéale. Alors, elle est embarrassée, parce que pour elle, elle le souligne, Sylvie Brunel le souligne, non sans raison d'ailleurs, elle souligne que tout au contraire, l'homme est celui qui protège la biodiversité, il se donne beaucoup de mal. Il est vrai que depuis des décennies et des décennies, l'homme protège la faune, la flore dans nombre de pays du monde et que les initiatives sont aussi multiples que diverses. Et elle souligne d'ailleurs que tout milieu naturel est lui-même colonisé par des espèces invasives. Vous voyez que ça vient de loin. Ça ne vient pas, cette notion de développement durable ne vient pas du néant. Elle s'explique par des bouleversements récents, ce qui explique qu'elle soit récente. Et contrairement à ce qu'il est souvent affirmé, cette notion de développement durable a connu une formidable accélération. Et c'est ce que je voudrais maintenant mettre en avant. Vous avez vu le timing, 1960-2012. C'est très long, diront les gamins. Oh là là, les gamins diront 1960, oh là là, c'est normal, puisque pour un gamin, un homme de 20 ans est déjà un vieux. Mais à l'échelon de l'humanité, de l'homo sapiens sapiens, c'est rien. Une goutte d'eau, une gouttelette d'espace-temps. Comme l'homme d'ailleurs est lui-même une gouttelette d'espace-temps par rapport au développement de l'univers, pour ceux qui s'intéressent à ces questions, également à dimension philosophique. L'impact aujourd'hui a été considérablement accéléré par la globalisation de l'information. On pourrait parler aussi de la marchandisation de l'information. Les médias ne diffusent pas que des stupidités, beaucoup quand même. Enfin, pas que des stupidités. Et c'est vrai que les nouveaux médias ont donné à travers le monde, transmis à travers le monde des images. Il y a eu aussi... Les avocats oublient trop souvent qu'une image vaut mieux qu'un long discours. J'en suis d'ailleurs la démonstration, j'aurais dû présenter l'image que je vais évoquer maintenant. Vous avez tous vu ces photographies qui, lorsqu'on les a vues pour la première fois,
Pour ma part, je les ai vus pour la première fois, j'étais bien sûr déjà adulte. Je veux parler des photographies prises par les missions Apollo de la Terre. Cette splendide, miraculeuse boule bleue qui, comme le temps, suspend son vol dans le vide sidéral et qui est là. Et cette image a renforcé la notion, ou fait naître, ou renforcé, je dirais même fait naître auprès du grand public, renforcé auprès des gens attentifs, la notion, la perception ou la connaissance de la fragilité de la Terre. Et cette image-là, elle est gravée, elle est dans le cœur des hommes, consciemment ou inconsciemment. Elle a eu ces images de la Terre prises de l'espace ont contribué à rendre l'impact du développement durable plus colossal encore et quasiment irréversible. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi les trompettes. Les trompettes. Je trouve que c'est plus mignon que les pastèques. Les pastèques, c'est l'appellation ironique et moqueuse qu'utilisent certains observateurs pour parler des écologistes. Vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Ça n'est qu'un mot d'humour. J'aime mieux les trompettes. Les trompettes des ONG, les trompettes individuelles. Cousteau a été une forme de trompette de mise en alerte. Et il a été magistralement suivi par un roi de la communication, Nicolas Hulot, notre Nicolas Hulot à nous, tout seul, devenu le chantre de la nature. Cet impact des médias, relayé aujourd'hui, accessible par tout le monde, à tout moment, tablette, PC, iPhone, programmes broadcastés, diffusés, rediffusés en boucle, tout ceci est à la source de la connaissance universelle, mais c'est aussi la source d'une peur. Et la peur n'est pas pour les philosophes un élément très utile. Mais ça se vend bien. C'est bon la peur, ça fait vendre. Ça fait vendre des images, ça fait vendre du papier. Mais il y a des peurs quand même fondées. Les risques industriels, il y a toujours eu des risques industriels. Il y a toujours eu des accidents de mines. Des milliers, des millions de morts à travers l'histoire dans les mines. Depuis que les mines existent, c'est-à-dire depuis des temps immémoriaux. Bon, c'est pas... n'en parlez pas. Mais depuis que la télé existe, on a eu Seveso, Bhopal, Tchernobyl, Exxon Valdez, Fukushima plus récemment, alors tout le monde a la trouille. Et les ONG font trompette. La biodiversité, le développement durable, c'est comme tout. Tout est une question d'équilibre, tout est une question de mesure, mais ce qui est certain, c'est que le monde progresse, pas partout. Pas partout. Et ça, c'est une autre peur. On a la trouille des BRICS. Ouh, les BRICS, pas bon les BRICS. Ouh, le Brésil, ont pollué. La Chine, c'est pollué. Bah oui. Chacun son tour, ma poule. Les pays qui autrefois étaient dans l'ombre, les pays qui n'étaient pas réveillés, pour parler de la Chine, les pays qui étaient en voie de développement, pour parler de l'Afrique, ils ont faim. Et quand on leur dit « Ah mais non, ça faut pas faire ça », ils se marrent en disant « Mais attendez, et vous avez fait quoi là ?
pendant 2 siècles. Alors nous aussi, on veut des machines à laver, on veut du pouvoir d'achat, de la consommation. Tout ceci va conduire l'homme à devenir intelligent. Alors je vous rassure, les Chinois sont tous sauf des crétins, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup pollué, c'est vrai que ça pollue encore beaucoup, sauf que certaines villes de Chine sont devenues quasiment irrespirables, et que comme les Chinois sont, vous le savez, d'excellents médecins, et qu'ils ont une médecine, elle aussi, mémoriale, ils commencent à s'en préoccuper assez sauvagement. Et là, on revient aux solutions, mais ces solutions, ces moyens, seront l'objet d'une autre présentation faite un autre jour, peut-être par quelqu'un d'autre, pourquoi pas un industriel, si toutefois l'un d'entre eux veut bien répondre à mon aimable et constante invitation. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je sais que je suis un peu sorti des sentiers battus, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas, et j'espère que, à l'occasion de cette petite présentation, vous aurez une perception plus aiguisée et fine des causes de la phénoménologie du développement durable qui s'est développé, comme je vous l'ai exposé, et qui n'a pas fini de se développer. Alors à bientôt pour une prochaine émission en direct grâce à Opinion. Je salue l'ami Onel qui est derrière la caméra, fidèle au poste. Je vous rappelle que si vous voulez convaincre un large public de regarder cette conférence ou cette présentation, ultérieurement, elle sera accessible sur le site de la PEB. Vous aurez d'ailleurs des bonnes surprises dans les semaines qui viennent, puisque la nouvelle plateforme est quasiment finalisée, le nouveau site web de la PEB est pratiquement finalisé. Pardon pour les petits envois inespérés lors d'opérations de test, faits à 2 fois, une erreur de mulot. Ça ne se reproduira pas, c'est promis juré. Et à très bientôt, merci de votre fidélité, et vive la PEB, et vive le progrès, vive l'invention, vive les hommes, et vive la Terre. À bientôt les amis.